Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau module. On est aujourd'hui en train de vous parler de stratégie marketing. On a commencé dans le dernier module à vous parler de l'environnement avec la Pestel. On va maintenant vous parler directement d'un outil qui s'appelle les 5 forces de porteur. Et qui va de pair avec ce dont Sylvain vous a déjà parlé, c'est-à-dire la qualification de ce que sont les barrières à l'entrée. Comme je vous l'ai dit au début de ce module sur la stratégie marketing, vous allez rentrer dans un jeu. Et évidemment, ce jeu a des acteurs. Et c'est le but de ces 5 forces. Le but de ces 5 forces, c'est quelque part de donner un premier diagnostic sur est-ce que je fais bien de me lancer dans le jeu. Et pour répondre à cette question-là, qui pourrait être analysée sous la forme d'une SWOT, la question pourrait être le quartier a-t-il besoin d'un nouveau boulanger? Ça pourrait être analysé sous forme de la SWOT. Ça pourrait être aussi analysé sous forme des acteurs. Alors, premier type d'acteur, ce sont les nouveaux entrants. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut tout simplement dire, est-ce qu'il est facile d'être un acteur de ce jeu? Si aujourd'hui vous voulez être masseur, c'est assez facile. Ce n'est pas un métier qui est protégé. Quand bien même vous voulez suivre une formation, c'est une formation qui va durer 1 an, qui va durer 2 ans au cours du soir, et l'investissement est assez faible. Demain, vous voulez vous lancer comme vendeur de véhicules d'occasion, ben, c'est déjà un peu plus compliqué, ne serait-ce qu'en termes de législation à respecter. Donc, voilà, on pourrait se dire, ben, entre 2 secteurs différents, il y a des nouveaux entrants où l'un, c'est plus compliqué que l'autre. Euh, Demain, vous voulez rentrer dans le bâtiment, ben, il y a des métiers qui sont plus faciles que d'autres d'accès. Vous voulez être entrepreneur général, c'est des investissements un petit peu plus lourds. C'est tout de suite une demande d'équipe. Si vous voulez être entrepreneur général tout seul, c'est compliqué. Demain, vous voulez être carreleur tout seul, c'est beaucoup plus facile. Donc, est-il facile de rentrer dans le jeu, tout simplement, d'un point de vue accès à la profession, d'un point de vue investissement, d'un point de vue, diplôme, d'un point de vue Autorisation ministérielle. autorisation, examen, etc. Donc après les nouveaux entrants, autre type d'acteurs, ce sont les clients eux-mêmes. Et il faut savoir que ces clients, on peut les analyser sous forme de ont-ils un pouvoir de négociation qui est élevé? Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je reprends mon exemple du maçon. Ben, est-ce que la marge de manœuvre entre un client qui va négocier avec le maçon A et un client qui va négocier avec le maçon B, est-ce qu'il y a un pouvoir de négociation qui est élevé? Plus le pouvoir de négociation du client est élevé, plus ça veut dire que pour me différencier de mes concurrents, il va falloir que j'ai des arguments de différenciation. Sinon, ça va tourner que autour du prix. D'accord? Effectivement, parce que tu as parlé des 5 forces de porteur comme un outil d'analyse avant de se lancer en termes de barrières à l'entrée sur un marché donné. Euh, une autre manière de le voir, c'est quels sont les acteurs qui peuvent avoir une influence forte sur mon prix. Ce qui permet de se poser la question des barrières à l'entrée sur le marché. Mais donc voilà, c'est aussi une autre manière de se poser la question. Et effectivement, si un client est fort important, euh, en fait, il y a deux manières qu'un client ait un fort pouvoir de négociation sur nous. C'est soit il y a énormément de concurrence et donc on se bat pour avoir les clients, donc il a un pouvoir de négociation. Soit on prévoit d'avoir des clients qui sont tellement gros qu'ils représentent une part de notre chiffre d'affaires importante et donc le perdre pourrait nous mettre en danger. Et donc, on va commencer à se mettre peut-être mal vis-à-vis de notre business et de notre stratégie parce qu'on a des clients qui prennent énormément d'importance. Je reprends les corps de métier, par exemple. Beaucoup de corps de métier commencent à travailler quand ils se mettent indépendants euh, en sous-traitance. Il faut savoir que quand vous travaillez en sous-traitance, c'est que vous avez un peu la dalle et donc, forcément,
vous avez un client en face de vous qui a un fort pouvoir de négociation. Parce qu'il va vous imposer ses prix, vous allez dire que c'est pas possible, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Parce que le client sait très bien que derrière, il y en a 25 comme vous, dont 24 qui sont prêts à accepter ce prix-là. Donc, voilà, ça permet d'un petit peu centrer le débat. Il y a eu un Alors, exemple oui. frappant. Il y a eu un exemple un peu frappant quand il y a eu la fermeture de Caterpillar, il y a quelques années. Caterpillar, donc, il faisait des machines de chantier, hein, et notamment, et sur le site Caterpillar, il y avait une autre entreprise qui en fait faisait les vitres pour les machines. C'est-à-dire que leur client Caterpillar était devenu tellement gros, en fait, presque leur unique client. C'était à ce point important dans leur rentrée que, en fait, leur site de production, c'était sur le site du client. Et donc, ben, le danger ne vient pas uniquement du pouvoir de négociation des clients. Ici, vous avez le client qui se crache, ben, hop, le fournisseur se crache. Et on l'a vu aussi avec la crise des subprimes il y a 10 ans. Vous avez la crise des subprimes. Qui sont les deux premiers secteurs touchés? Le secteur de l'immobilier et le secteur automobile. Qu'est-ce qui consomme très fort le secteur de l'automobile et le secteur immobilier? Des vitres. Qui a morflé en Belgique? AGC Flatglass, qui est un producteur de verre. Pourquoi? Parce que les deux gros secteurs clients se sont pris une grosse claque. Donc, le pouvoir de négociation des clients, ça peut se voir vis-à-vis de la concurrence, mais aussi vis-à-vis du fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier au niveau sectoriel. Parce que si le secteur a un problème, moi, je peux avoir un problème en tant que fournisseur. Je peux prendre un exemple assez local. En donnant cours aux pédicures médicales, beaucoup de pédicures me disent: ah tiens, j'aimerais bien travailler pour un hôpital ou une maison de repos ou une seigneurie. C'est très bien. Sauf que dès que vous commencez à travailler pour une maison de repos ou un hôpital, ben, vous êtes hyper dépendant de l'hôpital. Ce qui veut dire que de ce fait, le client, qui est l'hôpital, qui n'est plus le patient final, a un pouvoir de négociation énorme avec vous. Donc attention à ce pouvoir de négociation client quand vous signez des contrats, quand vous choisissez une cible, ça peut être une arme à double tranchant. Ça refait le lien aussi avec quelque chose dont on a pas mal parlé, qui sont les métiers en pénurie. Pédicure médicale, c'est pas du tout un métier en pénurie. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, effectivement, vous chopez un beau client comme une seigneurie, le pouvoir de négociation est fort, puisque demain, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Je prends un autre métier qui est en pénurie, comptable. Un comptable qui a un client, et ce client, il arrive à faire, et on le verra dans les techniques de vente, il arrive à faire ce qu'on appelle du farming. Donc, on est dans faire grossir son client depuis l'intérieur, hein. On peut faire tâche d'huile, je suis rentré par là, et puis en fait je te faisais ça, mais maintenant je t'offre ça, puis je t'offre ça, et en fait tu commences à prendre de plus en plus d'activités au sein de ton entreprise, mais donc toi, mon client, tu deviens de plus en plus gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu deviens de plus en plus gros, soit je dors de moins en moins, parce que je dois te gérer en plus de mes autres clients, et comme ce que tu me demandes, c'est de plus en plus gros, bah, il faut bien que je me débrouille. Soit, bah, je vais mettre la priorité sur toi, quitte à laisser tomber des petits clients moins rentables. Ça veut dire que demain, si ce gros client me claque dans les doigts, je suis ennuyé. Mais est-ce que je suis aussi ennuyé qu'une pédicure médicale qui perd sa seigneurie? Non, pas forcément, parce que comptable étant un métier en pénurie, il y a plein de gens qui cherchent un comptable, et si je perds ce gros client, je peux me dire que finalement, assez facilement, je le remplace en tout ou en partie par d'autres clients. Donc ça dépend aussi de votre métier, de votre secteur d'activité. Et ça pose un problème pour la croissance des entreprises aussi. Je reprends typiquement le cas des bâtiments. Un patron dans n'importe quel secteur du bâtiment qui commence à grandir et engager des ouvriers, ben, hier, le petit chantier de rénovation, c'est un très beau chantier pour lui. Demain, avec 10 ouvriers et 3 équipes,
le petit chantier de rénovation, ça ne devient plus le super beau chantier. Le problème, c'est qu'il doit faire plus de volume pour donner à manger à l'entièreté de son équipe. Ce qui veut dire que malgré ce qu'on pense, et ça c'est une erreur de beaucoup de patrons, il y a beaucoup d'entreprises en croissance qui se disent, c'est pas grave, je peux perdre des clients. En fait, non, plus vous grandissez, moins vous pouvez perdre de clients. Et donc, ça veut dire que quand vous grandissez, le pouvoir de négociation des clients grandit. C'est-à-dire, si vous êtes tout seul et que vous faites, je sais pas moi, peintre en bâtiment après journée, vous perdez un client, c'est pas dramatique. Demain, c'est votre activité temps plein et vous vous dites, je viens de terminer un gros chantier et j'ai pas fait signer de devis pour les 2 prochains mois. Le premier client qui se présente, même s'il négocie comme un fou, vous allez le prendre parce que sinon, vous aurez le choix entre celui-là ou rien. Donc attention, la croissance pose un problème de négociation client. Ça montre que tu dis que la rentabilité, c'est... On a tendance à mettre le concept de rentabilité sur un piédestal en disant il faut être rentable, il faut être rentable, il faut être rentable. La rentabilité, c'est un peu subjectif. Ouais, on peut se poser des questions sur la rentabilité quand on a l'embarras du choix. Et quand on n'a pas à bouffer, en fait, on prend ce qu'il y a. Exactement. Alors, troisième typologie d'acteurs, on a parlé des clients, mais il y a les fournisseurs aussi. Et effectivement, les fournisseurs ont un pouvoir de négociation. En tout cas, la question à se poser, c'est est-ce que moi j'ai un pouvoir de négociation avec mes fournisseurs? Ça pose la question des produits standardisés. Aujourd'hui, quand vous ouvrez une sandwicherie, le choix des fournisseurs n'est pas si large que ça. Et en tout cas, dans une région donnée, il y a fort à parier que vos concurrents directs, ils aient les mêmes grossistes que vous. Ce qui veut dire que vous n'allez pas tellement avoir le choix des prix que vous allez négocier avec vos fournisseurs. Ça veut dire que ce n'est pas sur le prix, contrairement à ce que beaucoup d'indépendants font. Il y a beaucoup d'indépendants qui disent je veux casser les prix. C'est une erreur parce que souvent, quand vous démarrez avec euh, vous démarrez avec beaucoup de produits qui sont similaires que vos concurrents. Du coup, vous avez tendance à avoir les mêmes fournisseurs. Et parce que vous démarrez, peut-être les fournisseurs vous font moins confiance et moins de conditions. Or, vous voulez vous démarquer sur le prix. Donc, vous cumulez énormément de, de défauts. C'est-à-dire que vous démarrez, vous avez un déficit de notoriété, vous voulez vous battre sur le prix, donc faire diminuer votre rentabilité, et en plus les fournisseurs, ce n'est pas au démarrage qui vous accordent les meilleurs prix. Donc attention, quand vous rentrez dans le secteur, plus vos fournisseurs sont standards, plus à nouveau la différenciation doit se faire sur autre chose que le prix. Parce que vos concurrents auront plus que probablement des meilleurs prix que vous. Et Et, ce sera les mêmes fournisseurs. et revers de la médaille, plus votre fournisseur est rare, plus vous n'avez pas le choix non plus. Donc, c'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs standards qui fournissent des trucs assez standards. On pourrait se dire qu'on les trouve partout. Oui, mais en termes de distribution et de canaux de distribution, il n'y a peut-être pas énormément de fournisseurs euh, qui font ça. Je pense à des bars. Ben voilà, si vous cherchez euh, un grossiste pour vous fournir en bière dans un bar, ben, vous avez quoi? Vous avez InBev. Vous avez dans la région liégeoise, vous avez Macar. Ça, c'est les deux gros de la région liégeoise. Et puis après, vous avez des plus petits. Voilà, vous n'aurez peut-être pas les mêmes gammes de prix, vous aurez peut-être pas le même service. Est-ce qu'on va vous nettoyer vos pompes? Est-ce que, enfin voilà. Donc il y a des questions à se poser sur les services aussi de vos fournisseurs. Maintenant, je ne sais pas, vous vendez, vous vendez des lunettes, des fournisseurs de verre, il n'y en a pas 1000. Il y en a 2, 3 peut-être. Je m'avance peut-être un peu, mais on est en dessous de 5 en tout cas, ça c'est sûr. Vous avez donc un troisième élément pour analyser, vous voyez au centre l'intensité de la concurrence. Finalement, il y a ce qu'on appelle les produits de substitution, c'est-à-dire que souvent, vous regardez vos concurrents comme ceux qui font la même chose. Analysez-le aussi sur ceux qui ne font pas la même chose, mais qui rendent le même service. Qui Euh, répondent aux mêmes besoins en fait. voilà, qui répondent aux mêmes besoins que vous. Par exemple, vous pourriez vous dire, si je suis pizzaiolo, un produit de substitution, c'est d'aller chercher une frite.
Et c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, ça m'arrive assez souvent. Le vendredi, j'ai un petit rituel et je vais soit chercher une pâte à emporter, soit une pizza, soit une frite et de temps en temps un fast-food. Ça veut dire que on ne dirait pas que le concurrent direct du McDo, ça peut être le pizzaiolo du coin. En fait, si, parce que on répond à une restauration rapide, préparée. Euh, rapidement, pas trop cher, même gamme de prix. Donc voilà, Et, ça c'est un produit de substitution. et typiquement, l'expression qu'on utilise pour ça, c'est comfort food, c'est la bouffe qui fait du bien. Et voilà, c'est vendredi soir, on a envie de se faire plaisir, le week-end arrive, on a une semaine. Comfort food, qu'est-ce que je vais manger? Un peu gras, un peu sucré, qui me fait du bien et qui passe bien devant un film. En gros, les deux questions typiques qui vous montrent, qui sont l'exemple même des produits de substitution, c'est à l'apéro, c'est bière ou vin. Est-ce que les gens qui font de la bière, leur concurrent, c'est que les gens qui font de la bière? Ou est-ce qu'en fait, il faut prendre aussi en compte les gens qui font du vin, les gens qui font des softs, les gens qui font... Et donc, parce que je sais que dans nos étudiants, on a des brasseurs, ben, puisque vous êtes expert, vous vous dites, ouais, mais une vraie bière spéciale, c'est pas une lef, c'est pas... Ouais, je suis zytologue, moi, hein, comme il y a des œnologues pour le vin, moi je suis zytologue pour la bière, je suis un expert, tu vas pas me parler de bière spéciale en me montrant une lef, c'est n'importe quoi, tu es à côté de tes pompes. Oui, peut-être que par rapport à votre niveau d'expertise, oui, mais n'oubliez pas de vous mettre au niveau de votre client. Pour votre client, en fait, vous êtes peut-être au même niveau qu'une lef, ou vous êtes au même niveau qu'une pils, ou vous êtes au même niveau qu'un vin rouge. Donc, essayez de sortir de vos œillères d'expert par rapport à ce que vous délivrez comme service ou comme produit, et de bien revenir au niveau de votre client. Donc, vous, vos concurrents, vous allez peut-être vous dire, ah ben, je lance ma nouvelle bière et en fait, mes concurrents, c'est, je sais pas, la Bestiale, la Liège, la Curtius, c'est, j'en sais rien, des bières, des microbrasseries liégeoises de la région. Alors qu'en fait, vous avez peut-être de la bière industrielle, voire des autres boissons qui sont vos concurrents substituts. Pareil pour le matin, au petit-déj, tu prends quoi? Thé ou café? À nouveau, est-ce que un producteur de café n'a comme concurrent que des gens qui font du café? Bah non, il y a aussi le thé. Il y a peut-être aussi les smoothies, les jus de fruits, des choses comme ça. Ce qui pose aussi la question, et si on fait le lien avec la SWOT, on en a peu parlé, mais quand vous avez analysé vos faiblesses et quand vous avez analysé vos menaces, c'est vous posez la question comment est-ce que je peux les transformer, les menaces en opportunités, les faiblesses en force. Mais ici, on peut se poser la question avec les produits de substitution, comment est-ce que je peux m'en faire des alliés de ces produits de substitution? Je pense par exemple aux producteurs de bière, Sylvain en a parlé, on voit apparaître de plus en plus des producteurs de gin, des producteurs de whisky locaux. Ça vaudrait peut-être la peine de se dire, comme on est des produits de substitution, pourquoi on ne se fait pas connaître ensemble en faisant des paniers cadeaux, des paniers découverts, où on se promotionne les uns les autres. Ça peut être une manière de justement atténuer ce je dois choisir. C'est ce qu'a D'accord? fait Curtius avec, par exemple, la brasserie Curtius. Je ne connais pas le nom de la cuvée, mais elle a une ou deux cuvées de bière spéciale qui sont travaillées dans des anciens fûts de whisky d'une autre marque locale qui est Belgian Old. Donc, la brasserie Curtius fait un partenariat avec un produit de substitution qui est le whisky pour dire, bah voilà, on, on est des produits de substitution et pourtant, bah, on va travailler ensemble pour travailler sur notre notoriété, notre renommée. Et donc, ce dont on vient de vous parler, c'est un outil qui vous permet de mesurer l'intensité de la concurrence. Euh, comment? Je vous ai dit, vous allez rentrer dans un nouveau jeu, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est facile de rentrer sur le marché et donc de rentrer le jeu, de rentrer dans le jeu? Si la réponse est oui, si vous avez des clients qui finalement peuvent très vite avoir un pouvoir de négociation important, si vous avez les mêmes fournisseurs que les autres et beaucoup de produits de substitution, l'attrait du marché est faible. Ou en tout cas,
Si vous constatez que l'attrait du marché est faible, il va falloir avoir un grand pouvoir de différenciation. Oui, Et donc, et on parle des 4 acteurs ici que vous voyez autour sur l'écran, mais bien entendu que l'acteur central, c'est aussi votre concurrence directe qu'il faut aller regarder et analyser. Et on le verra dans l'analyse des concurrents. Ici, on est dans le marché, on verra le secteur après, mais vos concurrents directs doivent évidemment être analysés en tant que tels. Et c'est quoi un concurrent direct? On y répondra dans un prochain module. Alors, je pense, sauf erreur de ma part, qu'en plus j'ai illustré un peu tout ça. Donc, effectivement, vous voyez pour l'intensité de la concurrence, on parlait de bière, comme quoi on fait le lien. J'avais trouvé un article de octobre 2019, microbrasserie, une bulle prête à exploser. On les voit sortir de partout, plop, 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 plop. Il y a plein de nouvelles microbrasseries. On est à une période où on revient sur le plaisir de déguster des bons produits. C'est un peu la mode pour le moment. Les bons produits, déguster des bons produits. Et donc, beaucoup de cours d'œnologie, beaucoup de cours de zytologie. On refume un peu des cigares, on profite de bons whisky, de bons rhum. Le salon du rhum, le salon du whisky explose. Donc, on revient à ces bons produits, le bon cuir, les produits de grooming, etc. On revient vraiment à cette culture de prendre soin de soi et d'apprécier les bonnes choses de la vie. De ça sont issus un boom des microbrasseries, parce qu'en plus, comme on a envie de remettre un peu les mains dans le cambouis ou plutôt dans la terre, on a tous envie d'acheter, ça se vend d'ailleurs sur Internet, des kits pour produire soi-même sa bière. Et puis on le fait une fois, deux fois, trois fois dans sa cuisine, dans la casserole, dans machin, ça pue un peu machin, mais on a bien aimé de faire sa bière, boum, on investit pour commencer à la produire dans le garage, quelques hectolitres, etc. Et c'est ça que vous avez plein de microbrasseries qui augmentent, mais aujourd'hui, elles se cannibalisent un peu les unes les autres, évidemment. et pour faire le lien, si tu veux bien revenir 2 minutes sur les microbrasseries, il faut aussi savoir exploiter. C'est-à-dire que quand vous avez une idée géniale, au départ, les microbrasseries, c'était de faire revivre une industrie. Maintenant, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que c'est plus une idée si géniale d'avoir sa bière. Par contre, et je reviens sur ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire la différenciation, c'est que maintenant, vous devez faire vivre une expérience à votre client. Puisque ça devient banal, puisque le client a un fort pouvoir de négociation, vous êtes le millième à produire votre bière d'une microbrasserie. Forcément, vous allez vouloir qu'on la distribue, que des magasins spécialisés la vendent. Le gars, il va vous voir venir en vous disant, OK, qu'est-ce que tu as de si génial à me proposer que moi, je vais vendre ta bière, sachant que j'en ai déjà 850 au catalogue. Et donc, peut-être va-t-il exiger de vous de dire, ah ben, tu me fournis les verres gratuits. Ce qui veut dire qu'à nouveau, votre marge va diminuer. Donc, si c'est rentré dans un marché, et les microbrasseries, on pourrait, à mon avis, assez vite montrer que l'intensité concurrentielle est très élevée, sauf pour des microbrasseries qui arrivent à raconter une histoire. D'accord? C'est ce que fait la Cursus en euh, signant des partenariats, en étant le partenaire du Huggies Bar, c'est essayer d'avoir un maximum d'atouts et Ils font plein de trucs, hein, c'est-à-dire que ils vont créer l'expérience pour aller au-delà de juste le partenariat en mettant la brasserie dans un lieu à la fois touristique, mais aussi qui correspond à l'histoire de la ville de Liège. On est dans un lieu très particulier. Ils augmentent, ils diversifient leur offre en faisant de la restauration. Ils diversifient leur offre en faisant justement des cours d'œnologie, de zytologie, pardon, du beer pairing, donc c'est associer la bière au bon plat. Donc, ils vont vraiment travailler sur l'expérience du client. Et en plus, on est au milieu des coteaux de Liège, pour ceux qui connaissent. Donc, quand il fait beau, c'est magnifique. Il y a des terrasses au milieu d'un lieu très fréquenté de balade. Et il n'est pas fréquenté pour rien, il est fréquenté parce que c'est vraiment très joli. Donc, c'est intéressant en termes d'expérience. et on en a déjà parlé, le ciblage.
C'est-à-dire que vous avez une nouvelle bière, ça vaut peut-être la peine de vous dire, plutôt que d'être dans le mainstream, où est-ce que je vais distribuer ma bière? Et ça peut être des clubs sportifs spécifiques, ça peut être Pour des... ça, je fais le lien avec une autre bière, la Redoutable. La Redoutable, c'est une bière faite par un cycliste en référence à une côte de Liège-Bastogne-Liège, je crois, qu'on surnomme la Redoutable. Et donc, clairement, il va aller sponsoriser Liège-Bastogne-Liège, il va aller sponsoriser des clubs de cyclisme, etc. On est dans du ciblage pur et dur. j'ai un autre exemple en tête, c'est par exemple les clubs de golf. Eh bien, on va dire, les brasseries ou les clubs. Donc, dans un club de golf, il y a souvent, c'est un peu plus chic qu'une brasserie, mais il y a le country, la country house dans laquelle on va faire l'après-partie. Eh bien, souvent, qu'est-ce que vous rencontrez dans un club de golf? Bah, plutôt des gens qui ont un peu les moyens. Et ces gens qui ont les moyens bah, sont amateurs de nouveautés. Et donc, des bières spéciales, non seulement vous allez pouvoir pratiquer un prix un peu plus élevé, mais en plus, vous faites plaisir au club parce qu'il va pouvoir proposer des produits plus exclusifs. Et donc, des fois, on se demande, mais comment est-ce qu'un produit est devenu exclusif? C'est souvent par le ciblage. Si vous étudiez l'histoire d'Hermès, par exemple, ben, Hermès s'est pas dit un jour, ah ben moi je vais faire des sacs de luxe. Non, il faut savoir qu'Hermès, à la base, il faisait de l'outillage en cuir pour les chevaux, c'est-à-dire les mors, les selles. Ça, c'était la spécialité d'Hermès. C'est d'ailleurs pour ça que son logo, c'est un cheval. Comment est-ce qu'ils en sont venus à produire des produits de luxe? Ben, ils savaient maîtriser le cuir. Ils ont commencé à proposer des valises faites sur mesure pour la noblesse et la bourgeoisie. Et de fil en aiguille, ils sont devenus un produit de luxe. Mais un produit de luxe ne se décrète pas, ou en tout cas les produits qui durent. Et c'est un peu le message, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, oser cibler mieux. On y reviendra quand on parlera vraiment du marché en particulier. On est toujours dans l'environnement, mais c'est vrai que ça pose un peu déjà les bases par rapport à ça. J'ai un exemple en tête parce que je vois sur les chaînes qu'ils recommencent à faire de la pub. C'est par exemple la marque Flamand qui fait de l'aménagement d'intérieur. Eh bien, par exemple, la peinture Flamand est réputée être une belle peinture et qui est chère. Alors, il faudra voir l'avis des professionnels, mais elle a du succès. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la marque s'est dit, bah, tiens, moi, je crée des intérieurs spécifiques pour mes clients. Et mes clients dans leurs intérieurs, quel est un élément de différenciation de leur intérieur? C'est la peinture qu'ils ont sur les murs. La palette de couleurs, est-ce que ce sont des camailleux, est-ce que ce sont des couleurs exclusives? Et ils ont ajouté une branche à leur produit qui est une peinture qui coûte beaucoup plus cher. Mais au final, est-ce que leur peinture vaut ce prix-là? Certainement pas, mais ils ont créé un produit qui se positionne haut de gamme parce qu'ils ciblent une clientèle haut de gamme. Donc, c'est un petit peu le sens aussi de toute cette analyse, c'est d'un petit peu tout mettre en perspective. D'accord? Ne soyez pas fataliste. Si vous décidez de rentrer dans un secteur et qu'après analyse, vous vous dites, ouh là là, l'intensité concurrentielle, elle est énorme, ben spécialisez-vous. Je veux dire, Archiduchesse, quand ils ont pensé à faire des chaussettes, normalement, en faisant toute l'analyse, ils auraient dû dire, hé les gars, on laisse tomber, c'est mort. Les chaussettes, elles sont produites en Chine, sur n'importe quel marché, on trouve des chaussettes de bon marché. Nous, on n'a aucune chance. Et pourtant, ça marche. Je pense, et si vous allez sur leur blog, ils font un état des lieux de leurs ventes mensuelles. Je pense qu'ils sont à 30 000 ou 40 000 ventes ou 40 000 commandes par mois. C'est juste énorme. D'accord? Donc, osez, soyez malin, transformez les faiblesses en force et les menaces en opportunités. Un exemple de nouvel entrant, oui, l'avenir brumeux des magasins de jouets, évidemment, parce que vous avez une transformation du canal de distribution et du processus d'achat.
Et donc, à qui fait face au magasin de jouets? Bien entendu, la vente en ligne avec Amazon en première ligne. Les magasins de jouets sont donc très ennuyés avec ces vendeurs. Et c'est pour ça que vous avez un repositionnement des magasins de jouets aujourd'hui qui se disent, bah, OK, en fait, pour le jouet mainstream, on n'arrive plus trop à faire la différence. Et donc aujourd'hui, si vous rentrez dans les magasins de jouets, même dans les malls où il y a plein de magasins, comme la Médiacité à Liège, ou encore Place Saint-Lambert, vous avez des magasins de jouets en fait, qui se repositionnent sur le jouet en bois, sur le jouet familial, et sur le conseil qu'on va avoir sur du jeu de société. Parce que le Batman ou le personnage Avengers va être distribué massivement en ligne, et par ailleurs, un autre canal de distribution massif qui flingue les magasins de jeux aujourd'hui, c'est les supermarchés, les hypermarchés même. Les hypermarchés ont la place de mettre des rayons de jouets gigantesques avec en tête de gondole des tables avec des figurines pop ou que sais-je. C'est un vrai concurrent un peu violent pour les magasins de jouets. Et tout le monde leur fait concurrence. Si vous allez dans les librairies, les BDeries aujourd'hui, vous avez du jeu de société, vous avez des figurines pop un peu partout. Donc voilà, ils ont vraiment des concurrents qui sont vraiment partout et donc ils ont un avenir compliqué et ils doivent, et on en revient à ça, se spécialiser dans quelque chose et miser sur le conseil et l'expérience du client. Et c'est bizarre parce que, en fait, tu as parlé de la Médiacité, le seul magasin de jouets de la Médiacité a fait faillite. Et on en vient à se dire que des grandes chaînes, comment est-ce qu'elles n'analysent pas leur marché mieux que ce qu'elles ne font? Au jour d'aujourd'hui, un parent qui se rend dans un magasin de jouets, il sait l'univers dans lequel son gamin plonge. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, un enfant, qu'est-ce qu'il a comme possibilité de savoir ce qui existe comme jeu? Premièrement, il y a des canaux spécifiques pour les enfants sur YouTube. Il y a des canaux, maintenant il y a des chaînes qui sont dédicacées à la présentation de jouets pour les enfants. Sur Netflix, un enfant, très vite, moi je suis parent, mon fils, très vite il va sur Netflix, il a des univers. Malgré l'entièreté du choix, il va plonger dans un univers. Ce qui veut dire que derrière, les enfants sont dans des univers de plus en plus, ils sont dans de l'expérientiel, ben, ils ont envie de traduire, que leurs jouets traduisent leur univers. Or, les magasins généralistes n'arrivent pas à traduire ça. Je vous donne un exemple. Il est très difficile. Moi, j'ai un filleul, par exemple, qui est passionné de Lego. Au jour d'aujourd'hui, vous allez dans un magasin, oui, vous avez quelques Lego, mais il faut vous dire qu'un enfant qui est passionné par les Lego, il va avoir les plus courants, il les aura, donc il va falloir aller dans le spécialisé. Et c'est ce que les magasins traditionnels n'ont pas. Ils vont avoir quelques jeux Lego, ils vont essayer d'avoir un petit peu tout, spécialisé dans rien, et finalement, tout ce qu'ils ont, comme ça se retrouve sur Amazon, est souvent moins cher, pour le mainstream, les magasins de jouets n'ont aucune valeur ajoutée. Donc, par contre, vous avez des galeries avec des magasins de jouets, tu parlais de magasins en bois. Je parle par exemple d'un magasin qui est assez joli, qui est l'Olifant à Liège. C'est un magasin expérientiel. Quand l'enfant arrive, il peut jouer à quasiment tous les jouets. Ce sont souvent des jouets en bois. Du coup, le parent voit directement si l'enfant est mordu par le jeu ou pas. D'accord? C'est assez difficile de dire, tiens, je vais acheter tout un équipement de train en bois à mon enfant. Ça me fait une belle jambe. Si quand j'arrive, il le déballe, il dit, ah super, et il joue pas avec. C'est ça. Il aura tout perdu. Donc voilà, on est dans de l'expérientiel. À nouveau, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Analysez, analysez. Ne vous laissez pas aveugler par j'ai une idée, c'est ça que je veux faire. C'est très bien, mais ça ne suffit pas toujours. D'accord? Et là, j'en veux un petit peu, je suis un peu long ici sur ce discours-là, mais tout à l'heure, je me faisais la réflexion, on voit beaucoup de pubs, on voit beaucoup de petites capsules vidéo qui disent « Ah, quand on a la volonté, tout est possible ».
Oui, mais faites attention, ne vous laissez pas non plus aveugler par ce genre de discours. Je veux être coiffeuse à tout prix, c'est ma vie, c'est mon rêve, je me lance comme coiffeuse. Ok, on sent bien que vous avez un rêve qui est de devenir coiffeuse, qui est de lancer un magasin de vêtements. Ça ne suffit pas d'être motivé à mort. Ça ne Salvatore suffira pas. Salvatore a parlé d'analyse. Regardez bien le profil des gens qui ont tendance à tenir le discours la volonté rend tout possible. C'est quand même très très souvent des gens qui avaient la volonté, mais aussi des parents riches, hein. Donc il faut bien regarder qui tient le genre de discours. Tout est possible quand on le veut vraiment. C'est des gens qui ont eu l'opportunité très souvent de faire des études. Pourquoi? Parce qu'ils ont des familles qui sont déjà bien placées. Donc on n'est pas ici pour faire de la sociologie, mais il ne faut pas nier un élément qui est clair et connu, qui est la reproduction sociale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger dans l'échelle sociale, mais il faut faire attention que, bien entendu, quelqu'un qui a des facilités financières au début va avoir plus de facilité, avec un peu de volonté, à faire plein de trucs. Et quand vous vous rendez compte que, je vous ai déjà parlé de l'émission En bref, Explained, dont le premier épisode parle justement de la différenciation sociale entre les personnes afro-américaines et les personnes blanches aux États-Unis, bah, c'est de dire les Afro-Américains ont commencé à sortir de l'esclavage et à grappiller un peu des sous au moment où les Blancs avaient déjà un patrimoine immobilier, ce qui veut dire qu'il y a un retard pour rattraper ce gap-là qui est gigantesque. Et pour se payer des études, ben, en même temps, on travaille à faire autre chose, etc., pour payer les études. Et donc, l'argent ne peut pas être investi dans de l'immobilier, il ne peut pas créer des rentes, il ne peut pas lancer une boule de neige qui nous permet de gagner plus d'argent. Donc, on passe son temps à essayer de rattraper un gap sans jamais y arriver. Et en plus, quand on y arrive et que tout notre cercle proche est dans les difficultés financières, bien souvent, plutôt que d'investir cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aider nos proches avec l'argent, puisqu'ils n'en ont pas. Et donc, on a plein de gens qui se disent, mais avec de la volonté, c'est très facile, sauf qu'en fait, ils sont dans des cercles qui ont de l'investissement, qui ont de l'immobilier, qui ont de l'argent. Et puis ils regardent les gens qui se donnent en énergie, en leur disant, non, mais quand même, si vous le vouliez vraiment, vous pourriez. C'est quand même un peu marrant. Je lisais un tweet pas plus tard que ce matin qui disait, ah ouais, un copain me dit, je dis à un copain que je risque d'avoir des gros intérêts de retard si je repars pas si je sors pas du négatif sur mon compte. Et il me dit, bah, tu devrais pas te laisser être en négatif, tu sais, prends ton compte épargne et rebouche la tranche en dessous de zéro. Et le tweet dit, ah, c'est ça d'avoir de l'argent sur un compte épargne, c'est de pouvoir tenir ce genre de propos. Je n'ai pas de compte épargne, je vais donc me prendre les intérêts de retard. Donc voilà, petite digression sur analyser bien qui tient le genre de discours. Tout est possible parce que souvent ces gens-là, tout est possible pour eux, mais en fait, c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais, ça me fait penser à tous ces conseils de mecs qui disent taillez-vous un corps de rêve. Euh, voilà. S'il suffisait de faire de l'exercice ou quelques exercices 10 minutes par jour pour avoir un super corps de rêve, et souvent ceux qui vous disent ça sont tracés souvent pas naturels. Donc, à nouveau, analyser un petit peu de qui vient le tout est possible. Sylvain a 100% raison. Alors, pour le pouvoir de négociation des clients, je pense, oui, voilà, on a déjà parlé de Caterpillar, donc je ne reviens pas dessus. Mais voilà, c'est intéressant, l'autre article, comment les grandes marques font face à la pression anti-gaspillage, bah, c'est de se dire comme quoi le client peut avoir un impact sur le fournisseur. Le client veut plus de gaspillage, le client veut du socialement responsable, écologiquement responsable, les grandes marques s'adaptent à ça. Alors, il y a la dérive, évidemment, qui est le greenwashing, il ne faut pas le nier, mais il y a aussi des vrais changements qu'on commence à voir. Et pour rebondir sur cet article-là, il y a un phénomène, alors je n'ai pas étudié le phénomène,
Il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, le Graal, c'était de devenir une grande marque, une grande enseigne. Or, on assiste à un mouvement où les grandes enseignes sont en train de copier les petits commerces. Je prends par exemple H&M. Ils sont en train de se dire, ah, la mode du responsable, le coton bio, c'est-à-dire qu'ils essayent de dire, ouais, nous aussi, on a un magasin qui peut aussi être proche du client, qui peut offrir des vêtements top qualité. Le gros avantage pour le petit commerçant, c'est qu'une enseigne, quand elle a bâti une réputation, c'est hyper difficile de s'en départir. Je veux dire, demain, Primark, il peut faire ce qu'il veut, il n'aura jamais l'image de top qualité, fait dans des conditions de travail exemplaires. Jamais. Et c'est pour ça que les grandes marques, quand ils veulent se repositionner sur un autre marché, créent souvent une autre marque. Ça se voit très bien dans l'automobile. Vous avez Toyota qui a une réputation de bonne bagnole du consommateur moyen. Première marque mondiale. Première marque mondiale, mais c'est expliqué par plein de trucs, notamment le fait qu'elles sont particulièrement réparables, particulièrement durables, et que dans les pays comme de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, ils ont un réseau de distribution de pièces de rechange qui est absolument gigantesque, ce qui permet d'avoir aussi des parts de marché très très importantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas une notoriété haut de gamme. Ils n'ont pas un positionnement haut de gamme. Du coup, quand ils ont voulu attaquer le marché haut de gamme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé Lexus. Si tu regardes Renault, c'est pareil, pas du tout un positionnement haut de gamme. Quand ils ont voulu attaquer le marché haut de gamme, ils ont créé Infiniti. Donc, comme quoi, la réputation nous colle à la peau. Et si on veut se repositionner à un moment, c'est parfois plus facile de créer une autre marque que d'essayer de changer l'image que les gens ont de notre marque. Tout comme quand vous allez dans des magasins de vêtements, regardez qui sont les groupes derrière. Quand vous êtes chez Massimo Dutti, par exemple, vous êtes chez Zara. Et ça, il y a peu de personnes qui le savent. C'est Ça veut, Inditex, hein. c'est Inditex qui est à la base de la maison mère de Zara, qui a d'autres marques aussi. Vous allez être surpris de l'entièreté des marques que Inditex possède. Ça veut tout simplement dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, bien entendu qu'Inditex dit pas, ah, moi j'ai des chaînes de production pour Massimo Dutti, j'ai d'autres chaînes de production pour Zara, et chaque fois que je lance une marque, j'ai d'autres chaînes de production. Bien sûr que non. Ça veut dire que tout ça, ce sont les mêmes usines, c'est un design un peu différent, mais c'est surtout des positionnements différents. Et donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ne vous laissez pas leurrer non plus. La création de marque, c'est avant tout une question de stratégie de communication. Ça veut dire que, tout comme Hermès, bien qu'il y ait des cuirs de qualité, on met le prix qu'on veut. Quand on a une image hyper bien bâtie, on met le prix qu'on veut. Au jour d'aujourd'hui, quand vous vous appelez Chanel numéro 5, vous avez le droit d'être plus cher que les autres. Pourquoi? Et personne ne remet ça en question, tout simplement parce que c'est dans la tête des gens. Voilà, vous achetez du parfum Chanel numéro 5, on vous dit, ah, super parfum. Décidément, on met beaucoup de previews par rapport à ce dont on va parler sur l'analyse du marché, du ciblage et du positionnement. Alors, en produits de substitution, j'avais un article, bah oui, baisse de la consommation de viande, évidemment. On en a déjà parlé par rapport à l'écologie. Et pour les fournisseurs, alors, deux choses. Bah oui, effectivement, si vous êtes dans un business où vous allez produire quelque chose, et on a parlé des microbrasseries, ben, bien entendu que de la bière, ça se produit à partir de houblon, ça se produit à partir de céréales. Si le prix de ces matières premières augmente, ça va être compliqué de ne pas augmenter votre prix final, parce que votre marge, elle n'est déjà pas gigantesque. Si en plus vos matières premières augmentent, votre marge diminue. Et donc très souvent, le prix final va augmenter et il faut arriver à bien communiquer et bien convaincre le client que c'est pas que vous voulez gagner plus d'argent, c'est qu'en fait, pour pas en perdre, vous êtes obligé de reporter ce prix sur lui. Et à partir du moment où vous avez une puissance en termes de distribution et que vous êtes un fournisseur extrêmement puissant, et donc là je fais la transition vers le deuxième article,
vous pouvez presque faire peur aux États. Et c'est ce qu'a fait Amazon en disant, coucou la France, tu veux me mettre une taxe GAFA, hein, donc les GAFA, c'est quoi? C'est les géants du web, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. C'est ça les GAFA. Et donc, la fameuse taxe GAFA, c'est de dire, on va taxer spécifiquement les GAFA. Et donc, Amazon a fait, si tu fais ça, moi, je ne vais pas perdre d'argent. C'est-à-dire que je vais calculer l'impact que la taxe va avoir sur moi. Et comme je ne fais pas que moi-même organiser la distribution de produits de producteurs, je permets aussi d'organiser la distribution pour les petits commerçants qui passent par mon service pour distribuer leur production. Et bien en fait, je vais calculer le montant de cette taxe-là et demain, si tu l'appliques, cette taxe-là, en fait, je vais répercuter l'entièreté sur les petits commerçants. Qu'est-ce que tu en penses, France? Et la France a fait je mets la taxe GAFA et Amazon a fait t'as joué, t'as perdu, je réplique directement sur les petits commerçants. Ils avaient fait le même coup avec une taxe une loi que la France avait essayé de faire pour protéger les libraires. Ils avaient dit, OK, on va empêcher Amazon de livrer gratuitement des livres. Et donc, ils avaient dit, à partir d'aujourd'hui, plus aucun livre et média ne peut être livré gratuitement en France. Et Amazon a répondu du tac au tac en disant, très bien, frais de livraison chez nous, 1 cent. Donc, vous voyez la puissance que peuvent prendre certaines entreprises, certains fournisseurs, la puissance qu'ils peuvent avoir sur un marché, ça devient dingue. Et un autre exemple que je prends souvent, c'est Google. Vous avez la Belgique qui dit « Oh là là, Google, on n'est pas content, attention !» Et là, les médias tournent toujours ça de manière super fun en disant telle politique ou telle politique s'insurge contre, tire la sonnette d'alarme à, c'est très bien, vous tirez la sonnette d'alarme, vous vous insurgez, mais concrètement, en fait, vous ne pouvez pas lutter contre Google. Pourquoi? Parce que Google a un pouvoir de négociation en termes d'emploi en Belgique. Il y a des data centers, il y a des fermes de serveurs qui existent en Belgique, hein, du côté de Mons, etc. Donc, ils emploient en Belgique. Si on les ennuie, ils vont juste le faire ailleurs. Il y a des data centers au Luxembourg déjà, donc il suffit de ça. Donc ça, c'est déjà un premier pouvoir de négociation. Deuxièmement, ils ont des produits qui sont gratuits ou pas chers, utilisés par la plupart des Belges. Et donc, ils ont de l'information collectée, et vous avez, en acceptant les conditions générales, dit « Ok, je signe, vas-y, prends mes infos ». Ils ont ça sur tous les Belges. Qui plus est, certains organismes belges utilisent les produits Google de manière officielle. Je pense à des universités, comme l'université d'Asselt, qui utilisent tous les produits Google pour les mails de ses étudiants, l'écriture, plutôt que d'utiliser Microsoft Word, ils utilisent Google Docs, etc. Donc vous avez tous les produits Google qui sont utilisés dans les universités de Belgique. Et j'irai même plus loin, l'intelligence artificielle de Google permet de screener de l'information et de tirer des sonnettes d'alarme pour le terrorisme en Belgique. Donc imaginez, vous dites à Google, hop, 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 je vais te mettre des bâtons dans les roues, ils font, ok, mais alors on enlève tous nos programmes de screening terrorisme? Non, non, c'est pas ce qu'on voulait dire, non, en fait c'est important. Ben oui, c'est important. Et donc comme ils ont diversifié les produits qu'ils nous livrent, et comme ils ont pris des places hyper stratégiques à différents niveaux du fonctionnement et du privé, et des organisations publiques, et des grosses boîtes, c'est super dur d'aller négocier contre des géants comme ça. Donc, vous voyez le pouvoir de négociation d'un fournisseur. Ce qu'on disait tout à l'heure sur comment transformer certaines représentations sur les GAFA, il ne faut pas oublier que par exemple Amazon, on pense que c'est les revenus qu'ils tirent, c'est la vente sur leur site, pas du tout. Amazon retire des revenus de AWS, Amazon Web Services, mais surtout de la revente de leur structure logistique. Donc je pourrais très bien être un commerçant, faire de l'import-export, utiliser les outils logistiques d'Amazon sans vendre de produits par Amazon, juste en payant leurs services logistiques. Donc quelque part, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a toujours moyen de tirer avantage tout en respectant certaines valeurs. Je peux comprendre que quelqu'un dise, moi je ne veux pas être un commerçant sur eBay, sur Amazon ou sur une quelconque plateforme. Ça n'empêche, pourquoi ne pas se servir de leurs outils logistiques?
Moi, j'ai un bon ami qui travaille pour Amazon. Je vous confirme que ce qu'on appelle le retail, donc la grande distribution via Amazon, n'est pas du tout l'aspect rentable de la boîte. Jeff Bezos, le directeur d'Amazon, est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. C'est pas en vendant des bouquins sur une plateforme que ce mec est devenu le plus riche du monde. Par contre, comme cette plateforme est en ligne, il est devenu spécialiste en gestion de serveurs et ils ont créé l'entreprise que tu viens de mentionner, AWS, Amazon Web Services. Et aujourd'hui, la plupart de la thune que se fait Amazon, c'est sur la location de serveurs et la location de services informatiques et pas sur l'achat en ligne de bouquins ou de DVD ou de sextoys, hein, parce que on a parlé de concurrence tout à l'heure. Aujourd'hui, les sex shops et les love shops sont bien embêtés quand ils regardent la concurrence avec les fournisseurs en ligne, avec la concurrence en ligne. C'est on va dire un produit de substitution. Non, ce n'est pas un produit de substitution, c'est un autre canal de vente pour de la concurrence directe, puisque on remplit le même besoin du consommateur qui a vraiment du mal à poser des questions, à venir dans un love shop et dire alors voilà, moi mon vrai fantasme c'est ça, du coup vous pouvez me conseiller quoi comme meilleur produit? Ah ben, je vous conseille celui-là, il est voilà, c'est un peu gênant pour le consommateur. Du coup, le consommateur se renseigne en ligne et pour garder l'anonymat dans son processus d'achat, il va acheter en ligne plutôt que de risquer qu'on le voit en société rentrer dans un love shop ou un sex shop ou sortir d'un love shop ou un sex shop. Donc, vous voyez que les canaux de distribution en fonction des différentes typologies d'achat peuvent aussi avoir leur importance.